y a beaucoup de choses. Pierre-Henri Cassel, d'abord, dire que ce livre est absolument passionnant. Et quand je lis un livre avec le plus grand intérêt, que je ne m'arrête pas, que je prends des notes, que je le relis, évidemment, je me sens très, très en dette à l'égard de l'auteur. Et là, c'est bien le cas. Alors, évidemment, très en dette, mais très en dette aussi d'une série de questions. Et la question que je me posais là, en vous écoutant présenter oralement, c'est quel fil je souhaiterais tirer en premier. Je crois... Bon, il y en a deux. Il y en a deux qui, à mon avis, se tiennent. C'est d'un côté la question de la narration et de l'autre côté la question du transfert. Pourquoi la question de la narration ? Parce que je pense que à la fois la narration du Capo Amore est tout à fait pertinente, précise, mais elle est soumise, au fond, à la somme des refoulements auxquels tout récit de cas soumet son auteur. Il n'y a absolument pas d'autres possibilités, et je ne parle pas des répressions conscientes, c'est-à-dire là où on va par souci de, comme on dit maintenant, confidentialité, râper des éléments. Je parle du refoulement qui est à l'œuvre dans l'opération même de la rédaction, c'est-à-dire dans ce système de secondarisation qui consiste à écrire. Et ça m'intéresse beaucoup parce que je pense qu'on ne peut pas du tout y échapper, que, évidemment, toute la complication, et là, je trouve que l'hirondelle ne fait pas le printemps, est extrêmement intéressante de ce point de vue-là, toute la complication de la position des post-bioniens, et je le dis dans ces termes-là, je vais m'expliquer sur cette expression, que sont en particulier Ogden et Ferro, c'est que justement, ils élèvent la rêverie à l'état d'outil thérapeutique, avec au fond une assez bonne idée quant à l'usage de l'association libre, mais idée très très relativement bonne, dans le sens où, tôt ou tard, leur rêverie se transforme elle-même en une narration. Ce que vous soulignez dans l'hirondelle ne fait pas le printemps, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec comme outil thérapeutique, et ça, quand j'ai débattu avec Ferro, vraiment, je l'ai beaucoup argumenté sur ce point-là, on se retrouve avec un outil qui est en fait un système de refoulement. C'est-à-dire un système qui est entièrement gouverné par une surliaison, et on se demande bien ce qu'il reste du caractère hétéroclite et stochastique de l'association libre. Je dis pourquoi ces post-bioniens-là, parce que je pense que Bolas, vous les mettez tous les trois ensemble, et je pense que le trajet de Bolas, même si à la fin il se retrouve dans cette espèce de zone molle de la nouvelle psychanalyse, Bolas vient de Winnicott, véritablement, c'est-à-dire que c'est un indépendant. Quand il fait la préface du livre de Jonathan Sklar, Landscape in the Dark, au fond, il défend pied à pied le principe de l'association libre, avec la plus extrême fermeté, et c'est d'autant plus intéressant que Jonathan Sklar, qui lui aussi, comme Michael Parsons, tout ce groupe-là, sont des indépendants qui reviennent, qui lisent Freud systématiquement, et qui se servent de Ferenczi. Donc, il y a toute une lignée anglaise qui n'est pas du genre de Ogden, et qui n'est pas non plus cette espèce de lecture... je vais dire un mot terrible, mais je le pense vraiment, cette lecture complaisante de Bion.
parce que c'est tout le problème de Ferraud et de Ogden. Ce sont des lectures complaisantes de Bion, c'est-à-dire qu'ils ont lâché dans Bion la partie la plus rude, que vous défendez d'ailleurs, qui est la partie spéculative, la partie universalisante, c'est-à-dire la partie de la grille. Au fond, ils se servent d'un Bion qui ne fait que rêver et qui n'aurait jamais fabriqué de grille. Ça, c'est du côté de l'histoire. Histoire de cas, rêverie et narration. Alors, pourquoi est-ce que je l'articule? Ensuite, je m'arrête. Pourquoi est-ce que je l'articule à transfert? Parce que, au fond, tout à l'opposé, à mes yeux, mais ça c'est vraiment ce sur quoi je travaille depuis des années, sur l'action, sur la question de l'acte et de la Gieren et de la Gieren-Wollen, c'est-à-dire de la réalisation hallucinatoire dans le transfert, par le transfert. Au fond, tout à l'opposé de la narration, à mon sens, ce qu'il y a, c'est justement non pas un dire, mais la zone du faire de se dire. C'est-à-dire, au fond, ça rejoint tout à fait ce que vous dites de la théorie des actes de langage. Je ne le prends pas du tout par le même versant, puisque je le prends par le versant de la réalisation hallucinatoire. Mais au fond, quand vous dites quelle est l'essence de la psychanalyse, je repensais à la phrase de Freud sur das Wesen, l'essence du rêve, c'est le travail du rêve. D'une certaine manière, l'essence du transfert, qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'accomplissement à l'insu des interlocuteurs, c'est-à-dire des partenaires de la situation analytique, l'accomplissement de la zone la plus opaque, c'est-à-dire de la plus refoulée. Alors ça, je pense que c'est précisément ce que l'analyste a élaboré, dont il ne sait rien au départ, dont il n'a exactement aucune représentation, pas plus que son patient. Et dans le cas Paramore, au fond, c'est ça qui m'a, je pense, le plus interrogée. C'est-à-dire que vous décrivez extrêmement bien. Bon, on pourrait discuter sur la différence entre émotion et affect. Je ne suis pas sûre que le être affecté, c'est être ému. Ça, alors, vraiment, je ne le pense pas. Mais vous décrivez très très bien l'impact du dire dans sa force d'acte sur vous. Et quand même, vous maintenez un développement, je ne dirais pas une théorie, mais un développement autour de l'émotion, alors que on pourrait dire qu'à certains égards, Paramore passe son temps à vous faire vivre par la zone d'acte de sa modalité de parole, à vous faire vivre très précisément ce que vous allez passer un temps fou à élaborer à propos de l'organisation de sa névrose obsessionnelle. Est-ce que c'est une nouvelle névrose? Ça, c'est un vrai problème à mes yeux. Je ne veux pas du tout rentrer dans la question anthropologisation ou pas de la psychanalyse. C'est pas comme ça que je prendrais la question. Je pense que au niveau de la sociologie, tous les travaux de Alain Ehrenberg là-dessus sont extrêmement, éclairants. Effectivement, la question de l'autonomie comme nouvel idéal, avec la charge que ça représente, qui est une donne complètement nouvelle, ça, je le suis parfaitement et il m'a appris des choses. Mais pour le psychanalyste, la question reste intacte. C'est-à-dire, même si la configuration de l'exigence sociale est très profondément modifiée, le problème reste toujours de savoir quel est le tyran qui exige de moi que je me soumette à cette configuration. C'est-à-dire que pour le psychanalyste, la question c'est quelle va être l'instance interne qui va exiger d'une manière ou d'une autre que
je me soumette, je me rebelle, etc. Bon, Paramore, de ce point de vue-là, il vous fait vivre un truc absolument terrible, puisqu'apparemment, il est complètement soumis, mais comme discours de rébellion et de défi, on a rarement fait mieux. Au niveau de l'effet, c'est ça que j'appelle la guironne, au niveau de l'effet, on voit très très bien comment il va vous chercher avec cette espèce de... Oui, quand on dit résistance, on n'a rien dit. C'est vraiment de l'ordre du défi et de l'insoumission, au sens où Freud parle de l'insoumission, par exemple par le silence, dans répétition, remémoration par élaboration, c'est-à-dire le silence et la demande d'aide couvrant en réalité une insoumission homosexuelle centrale. Mais par rapport à la question, au fond, du transfert, pour moi, bon, alors peut-être que chez les lacaniens, le contre-transfert, on s'en défie, voire on s'en défile. Dans nos régions, c'est plutôt le problème inverse, c'est-à-dire que la litanie du transféro-contre-transférentiel, qui est devenue une espèce de scie mécanique, c'est très problématique. Donc, le problème, c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à penser le contre-transfert comme transfert de l'analyste, la zone de transfert de l'analyste sur son patient. Et ça, quand même, les Américains, je parle des Américains des années 60, Harlow, relisant Annie Reich, la discussion avec Schwaber, etc., ça, il le repérait très très bien. Par exemple, quand Annie Reich dit le transfert de l'analyste sur son patient, qu'on appelle contre-transfert, est une série de fabrication complètement hétéroclite, et ça forme une gestalt, alors je ne sais pas, et elle se sert du Erraten déjà, du Erraten de Freud, le deviner. Je ne sais pas si ce que vous entendez dans l'intuitionnisme rentre là-dedans, mais pour ce qui est de la question du contre-transfert, au fond, je pense qu'il faut repartir, et je m'arrête là, je pense qu'il faut repartir de la définition de Freud, c'est-à-dire l'action sur la sensibilité inconsciente de l'analyste du transfert du patient. C'est-à-dire, au fond, la meilleure définition qui est donnée du contre-transfert. Ce n'est pas le miroir, ce n'est pas le chirurgien, ce n'est pas le téléphone. Voilà. Mais enfin, la lecture était très, très intéressante. Merci beaucoup. C'est chouette que vous citiez Annie Reich, puisque c'est un auteur bien oublié. Annie Reich est la référence psychanalytique de Stanley Cavell. Ah bon ? Absolument. C'est que son rapport à la psychanalyse a été vraiment très marqué par l'idée justement de ce que vous venez de dire très simplement, c'est que du transfert de l'analyste sur le patient. C'est-à-dire c'est-à-dire de la modalité d'engagement dans un dialogue, en quelque sorte, qui devient ensuite, dans la façon dont Stanley Cavell pense la psychanalyse, un des éléments du scepticisme moderne, c'est-à-dire du fait qu'il n'y a pas de fondement et que tout se négocie dans des choses extrêmement concrètes.